Bonsoir ou rebonsoir, le défi est lancé à Vladimir Poutine par Volodymyr Zelensky. Je le cite, j'attendrai Poutine jeudi en Turquie, personnellement. Nous sommes toujours avec Louis Sarkozy, avec Cécile Vessier, Michel Goya, Gallagher Fenwick, Renaud Girard et Elisabeth Shepard-Selam. Merci beaucoup à vous. Il faut peut-être retracer acte par acte ce qui s'est passé en quelques heures en réalité depuis samedi 14h30. Racontons ces épisodes, ces 4 actes pendant lesquels les choses ont évolué si vite. Samedi 14h30, les Européens et Volodymyr Zelensky demandent un cessez-le-feu sous menace de sanctions si les Russes n'obtempèrent pas ce sera à la fin de cette soirée, dès lundi matin. Deuxième acte, dimanche, ce matin, minuit 40, Poutine demande des négociations directes à Istanbul jeudi. Il refuse de cesser le feu, mais il dit négocions à Istanbul jeudi sans cesser le feu. Dimanche, toujours aujourd'hui, 18h15, tout à l'heure, Donald Trump appelle Kiev à accepter la rencontre, à accepter la proposition de Poutine. Et seulement, regardez, 3 quarts d'heure après, à 19h, Zelensky prend la balle au bon, mais avec un petit supplément. Il dit oui, j'irai, mais j'attendrai Poutine jeudi en Turquie personnellement. Louis Sarkozy, comment est-ce que vous appréciez ce jeu ? Il y a une chose pour moi, c'est que toutes ces gesticulations diplomatiques, et je n'utilise pas forcément le terme de façon péjorative, mais sont justement ça. C'est-à-dire on n'est que dans la communication et on ne voit pas ce qui se passe en vérité à la table des négociations. Pour que Poutine accepte cette invitation, il faudrait que le rapport de force sur le terrain change drastiquement, ce qui n'est pas forcément le cas. Je pense qu'il a encore les cartes en main, ou alors qu'il ait des garanties qui soient assez bétonnées. Sans ces deux choses-là, je ne pense pas qu'il accepterait. Et de plus, si maintenant il dit oui, il cède quand même la main. C'est-à-dire que Zelensky met son coup de pression dans la presse, Donald Trump veut que ça se passe, Poutine aujourd'hui est en position de force, il a les cartes en main, diplomatiquement, militairement, et qu'il accepte, ça paraîtrait quand même comme un léger aveu de faiblesse. C'est pour ça que je pense qu'il n'acceptera pas. Est-ce que c'est bien joué d'abord de la part de Zelensky ? En quelque sorte, en 3 quarts d'heure, ils ont dû se dire, ils devaient être là dans le ballet présidentiel, qu'est-ce qu'on fait ? Trump, il dit allez-y, et il faut réagir. Il est allé très très vite et là on n'est plus sur des couleuvres, on est sur un anaconda. Vous vous rappelez la chronologie, la frise chronologique. Et c'est très bien joué de sa part. En fait, pour reprendre le terme de Louis Sarkozy, il y a une forme de gesticulation, mais c'est comme au judo en fait. Vous saisissez le gui de l'adversaire et vous attendez, vous cherchez le point de rupture. Et il est quelque part ce point de rupture. Donc Zelensky est décidé à dire oui, c'est la stratégie qu'il a optée, quitte à devoir être en désaccord avec lui-même et avec des choses qu'il a dit en urbi-orbi, en mondovision, moins de 24 heures avant, vous l'avez montré, pour aller provoquer la rupture. Certains disent judo, d'autres disent jeu d'échecs. Chacun est en train de jouer sa pièce l'un après l'autre. Mais il y a quelque chose il y a au moins 2 choses qui sont très très étranges. C'est-à-dire que Poutine, quand il a déclaré il voulait des négociations qui se passent à Istanbul. Il a convoqué la presse. Il était quasiment 2h du matin à Moscou. C'est-à-dire que c'était absolument étrange. Donc, il avait eu le 9 son défilé, je dirais, avec déjà pas mal de diplomates, de journalistes, etc. Tout le monde se concentre en fait sur ce qui se passe à Kiev, où effectivement Zelensky reçoit 5 personnalités, je dirais, du monde occidental. Et à 1h30 du matin, alors il avait convoqué les gens avant, il convoque des journalistes, alors ils n'ont pas dit un mot, qui n'ont pas pu poser une question, pour leur lire un texte. Alors moi, c'est la première fois que je le vois aussi accroché à son texte, pour leur lire un texte de 17 minutes où il dit « Je vais appeler Erdogan pour lui demander s'il est d'accord ». Et on se dit, bon, peut-être qu'il aurait pu... C'est-à-dire... Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment une espèce de volonté de rupture sur toutes les façons de faire. Et un autre point, je pense que cette volonté de rupture répondait à une chose, c'est-à-dire que le 9, on a vu ce défilé avec, je dirais, les chefs des grandes démocraties comme la Chine, comme la Corée du Nord, comme toutes les anciennes républiques d'Asie centrale, le Kyrgyzstan, etc., qui manifestaient. Le lendemain, nos chefs d'État font une démonstration contraire. On était aussi dans le visuel, c'est-à-dire entre guillemets, les chefs du monde libre qui se rendent chez l'Européen Zelensky, et hop, Poutine qui, le soir même, casse le jeu en disant « Vous avez fait de l'image, moi je vais faire une rupture ». Moi, je l'ai pris un peu. Alors, passons par Kiev. Comment est-ce que c'est vécu à Kiev ? Vous êtes avec nous, Claire Cambier. Merci beaucoup. D'abord, comment est ressenti ce défi, ce coup joué par Volodymyr Zelensky ?
Oui, mais on sent bien que Zelensky monte au créneau, qu'il montre les muscles. Sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui l'ont pris avec un peu d'humour en disant mais finalement ces négociations, elles vont avoir lieu au stade olympique Atatürk. Vous parliez de judo ou de jeu d'échecs. On peut prendre une image un peu plus ukrainienne. Ce sera un combat de boxe ou encore un match de foot avec chacun qui se renvoie la balle. En tout cas, Zelensky veut montrer au monde qu'il est prêt à arrêter cette guerre, à entamer des négociations. Et puis, il répond aussi à l'appel du pied de Trump qui le poussait juste avant à accepter cette entrevue. En tout cas, Zelensky défie Poutine, mais il ne lâche pas non plus son idée d'un cessez-le-feu de 30 jours à partir de demain. Et ce cessez-le-feu, c'est quelque chose qui est vraiment très attendu ici auprès de la population ukrainienne, qui nous le répète très régulièrement. Ils sont fatigués de cette guerre, ils souhaitent vraiment l'arrêt des combats. Et ce cessez-le-feu, ça serait un répit, mais aussi une condition nécessaire pour entamer des négociations. Il y a une habitante de la capitale qui nous indiquait mais comment voulez-vous discuter sereinement à une arme à la main, comment entamer des négociations quand tous nos hommes meurent sur le front. Et puis les Ukrainiens avec qui on a pu discuter nous expliquent qu'ils espèrent en tout cas que les alliés ne les lâcheront pas et qu'ils vont mettre la pression sur Poutine. C'est notamment ce que Zelensky indiqué quand il parle de ce cessez-le-feu. S'il n'est pas respecté, normalement, les alliés devaient mettre des sanctions supplémentaires sur la Russie et on verra si ce sera vraiment le cas. Il y a une femme qui nous disait « Nous, oui, on est fatigués de cette guerre, mais on sait que le monde entier l'est aussi ». Claire, merci beaucoup. Vous étiez, Renaud Girard, un des premiers à dire attention, Trump peut être plus équilibré que ce qu'on pense. Et en effet, ce soir, il a la dent dure contre les Ukrainiens. Il a dit il faut vraiment qu'il saisisse l'occasion, mais il a aussi la dent dure sur les Russes. Oui, il avait d'ailleurs déjà dit qu'il trouvait que Trump le baladait. Il l'avait déjà d'ailleurs menacé de lui donner des sanctions. Il avait dit qu'il avait augmenté son budget militaire pour contrer la Chine, mais aussi la Russie. Alors moi, je ne crois pas une seconde que Poutine va accepter de se rendre personnellement à Istanbul. Il a proposé donc que les pourparlers reprennent. Ils ont été interrompus en avril 2022 à Istanbul. Est-ce que ça, c'est le piège de Zelensky, c'est-à-dire le petit supplément? Parce que si Zelensky avait dit simplement « d'accord, je viens », il sait très bien, il se courbe les épaules, il ploie les épaules devant Trump. Bien sûr, parce qu'il sait très bien que Poutine ne va pas accepter pour plusieurs raisons. D'abord, vis-à-vis du Chinois, vis-à-vis de sa population, il ne peut pas sembler répondre à une convocation de Zelensky, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, son caractère. Il sait que lui, c'est un officier du KGB. Il prépare ses dossiers, il prépare ses allocutions. Vous avez dit, madame, qu'il avait lu un texte pendant 17 minutes. Il n'est pas à l'aise, tandis que Zelensky, qui est un comédien, c'est le roi de l'improvisation. Alors attendez, regardez justement, écoutez Zelensky, ce côté improvisé, on a vu, il a mis 45 minutes. En 45 minutes, il a eu cette réaction en disant, alors peut-être le président Macron d'ailleurs, il y a eu des contacts visiblement entre l'Élysée et lui, donc il y a peut-être eu une concertation, mais en tout cas le résultat, c'est ce qu'on va entendre maintenant. Demain, nous attendons un cessez-le-feu. Cette proposition est sur la table. Un cessez-le-feu total et inconditionnel d'une longue durée pour fournir la base nécessaire à la diplomatie peut rapprocher considérablement la paix. En Ukraine, il n'y a aucun problème pour négocier. Nous sommes prêts à accepter n'importe quel format. Je serai en Turquie ce jeudi 15 mai et je m'attends à ce que Poutine vienne en personne. J'espère que cette fois-ci, Poutine ne cherchera pas de raisons pour lesquelles il ne peut pas faire quelque chose. Nous sommes prêts à discuter pour mettre fin à la guerre jeudi en Turquie. Le président Trump a soutenu cette initiative. Tous les dirigeants la soutiennent. Voilà, le petit côté vient citer un homme. Il y a quelque chose de ça dans la formulation. Ah, c'est un vrai défi. Il prend Poutine à son propre jeu en disant vous nous mettez ces défis, moi j'accepte, mais rendez-vous jeudi. C'est astucieux. Pas simplement par rapport à Poutine. Moi, je rejoins Renaud. Je ne pense pas que Poutine va se rendre lui-même. Peut-être il enverra quelqu'un, parce que
quelque part, c'est un aveu de faiblesse, mais c'est aussi par rapport à Trump, en disant à Trump, très clairement, moi, je ne suis pas celui qui pose le problème, encore une fois. Parce qu'on voit Trump capable de juger les deux côtés un peu durement. Mais soyons concrets, ça veut dire que le président Zelensky peut aller à Istanbul, même seul, et dire où est-il ? J'attends. Il peut jouer le jeu avec des caméras, certainement. Parce qu'il y a deux jeux en ce moment. Un, c'est bien évidemment les objectifs nationaux de chacun, et l'autre, on a l'impression que c'est le jeu avec la corde. Vous savez, chacun essaie de tirer Trump de son côté. Et Zelensky, en fait le contraire de son erreur dans le bureau ovale il y a quelques mois, où il se met complètement le gouvernement américain à dos. Là, c'est différent. Il dit, regardez comment je joue le jeu. C'est vraiment moi, en fait, qui suis de votre côté-là. Et il essaye d'isoler Poutine, en tout cas aux yeux de Trump, parce que, et ça, je pense que c'est assez vérifiable, mais si demain Trump a un changement de cœur, comme il en est grandement capable, et si demain il décide de redonner un coup de pouce à l'Ukraine, au niveau d'aide matérielle, il risque de donner le paquet. Enfin, ça serait pas du tout l'espèce d'approche Sullivan en disant le robinet qui coule à l'eau légèrement tiède. Et donc, je pense que c'est ça que Zelensky a en tête. C'est lui qui nous a donné les javelins il y a quelques années. Si vraiment je lui montre que Poutine c'est celui qui veut pas négocier, que c'est moi qui veux terminer la guerre, c'est son premier objectif, Trump est complètement capable d'aider les Ukrainiens et vraiment d'ouvrir le robinet. Regardez l'explication de texte donnée par Yermak. Yermak, vous savez, c'est le chef de l'administration présidentielle, personnage très important, puissant personnage au physique et au moral, à côté toujours de Zelensky. Il dit un cessez-le-feu de la part de la Russie, puis tout le reste. Le président Zelensky est prêt à tout faire pour mettre fin à la guerre et attendra Poutine jeudi. Et Poutine, est-il effrayé ? On verra. Il y a un côté encore plus net de dire... En fait, ils ne veulent pas qu'ils viennent. C'est ce que ces déclarations transpirent. Ils veulent vraiment montrer à Trump que c'est eux qui sont prêts à négocier et que Poutine ne l'est pas. Et ces déclarations masculinistes, ils savent que Poutine ne peut pas répondre à cette convocation. Enfin, ça serait un vrai aveu de faiblesse. En termes diplomatiques, ce serait contre-productif parce que dans les discussions diplomatiques, il faut d'abord faire jouer les niveaux intermédiaires parce que ensuite, au-dessus, on peut toujours dire non, ils n'ont pas compris, on peut renier si vous voulez. Mais si on fait une négociation commence tout de suite par les niveaux supérieurs, c'est-à-dire le patron de l'Ukraine, le patron de la Russie, et si ça bloque, il n'y a plus aucune solution. Je dis qu'on préfère effectivement voir les concessions et puis monter le niveau. Et en fait, les deux présidents, ils ne feront, et ça s'est passé dans tous les, ça s'est passé pour le Vietnam, etc., dans toutes les conférences de presse, ils ne viennent là que... Oui, mais attendez, Renaud Girard, ça c'est la version... Attendez, ça c'est la version éternel Figaro, bien tranquille, etc. Mais est-ce que ça peut plaire à Trump, le côté grand spectacle de dire allez, il est comme Zelensky, il est très doué pour l'improvisation, pour le show télé, voilà. Enfin, les deux sont des hommes de la télé, quand même. Si Trump est objectif, ce qui n'est pas sûr, mais mettons qu'il soit objectif, quand il voit le message de Zelensky, il peut se dire ah c'est bien. Mais bien sûr. Bien sûr. Et on n'est pas dans la diplomatie classique, c'est-à-dire que dans la diplomatie classique, oui effectivement, on envoie des diplomates qui vont négocier pendant des mois, etc. Là, on est dans cette espèce de défi lancé par Poutine. C'est lui qui convoque les gens à 2h du matin. Et effectivement, qui est relevé par Zelensky, qui en fait reste très cohérent avec tout ce qu'il a toujours dit. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu son intervention, je me suis rappelé de celle qu'il avait faite juste avant l'attaque de la Russie en Ukraine, où il était intervenu à la télévision en russe pour s'adresser aux Russes et pour leur dire, nous, on ne veut pas la guerre. S'il y a la guerre, on sera là, mais on ne veut pas la guerre. Et en fait, il a le même type de comportement pour dire, je suis là, je suis prêt à tout pour ne pas avoir la guerre. Il y a quand même beaucoup de dommages collatéraux qui sont en train de nous échapper dans cette séquence. Je rappelle qu'on était censé avoir, je cite le président français, des sanctions massives en cas d'irrespect d'un cessez-le-feu total et inconditionnel à partir de lundi 0h00. Qui est-ce qui a remis Vladimir Poutine en selle ? C'est Donald Trump. Donc déjà, premier changement majeur. Puisque, rappelez-vous, le président français depuis la capitale ukrainienne dit, avec l'accord du président américain, nous procéderons, Européens et Américains, à l'imposition de sanctions massives. Oui, on y viendra tout à l'heure, mais il faut quand même souligner ça. Trump fait de nouveau un petit cadeau à Poutine. Ah mais c'est pas un petit, il est immense. Il lui dit c'est la solution Poutine qui est la bonne. Il y a une volte-face. Oui, enfin, en tout cas, je dirais plutôt que Trump est assez cohérent. Depuis le début, il a dit, depuis son inauguration, il a dit « Je vais mettre un terme aux guerres qui ensanglantent la planète et je n'en commencerai pas d'autres. » Alors, je vous signale quand même que Renaud Girard est le défenseur officiel de Trump en Europe. Oui, vous avez pris un rôle parce que même Louis Sarkozy, qui était assez indulgent pour Trump il y a encore quelques semaines, ne le défend plus.
Alors que Renaud Girard, c'est intéressant. Vous voyez la constance de Renaud Girard. Tout le monde est contre lui, effectivement, d'être l'avocat du diable. Bon, je suis l'avocat du diable, très bien. En tout cas, je remarque que déjà Trump, Darius, il vient d'arrêter une guerre. Hein, il vient d'arrêter la guerre entre l'Inde et le Pakistan, 2 États nucléaires, et ça partait très mal. On va attendre quelques jours peut-être avant de voir. Ça va pas dire c'est pas fini. Et eux, ils nient. Moi, je pense que seuls les Américains pouvaient l'arrêter, et il me semble qu'ils l'ont arrêté. Il continue les négociations avec l'Iran. Et là, il redit là, dans son tweet ce qu'il a dit déjà il y a 4 mois, c'est-à-dire il faut arrêter la boucherie. C'est ce qu'il dit là. Voilà, c'est ça son principe. Nous, les Européens, on était prêts à ce que ça continue encore très longtemps parce que c'est pas grave. On les soutient depuis les plateaux télé, etc. Mais on va pas se battre. On va pas passer l'hiver dans les tranchées à tenir le front, nous. Trump ne va pas aller dans les tranchées non plus. Non, mais les Américains n'en verront pas du tout. Donc, ils n'en sont pas au point où ils vont en réalité, quand même, faisons petit constat d'étape, tout le monde veut négocier. Moi, je constate quand même, Michel Goya, j'entends peu de voix. Parce que rappelez-vous, il y a quelques mois, on disait le mot même de négocier est un narratif russe. Aujourd'hui, qui dit encore ça ? Boris Johnson, peut-être ? Je ne suis même pas sûr. Non, vous avez raison, effectivement. Tout le monde veut négocier. Le processus a été enclenché. Alors peut-être, oui, c'était à mettre à l'actif de Trump, effectivement. Moi, ce qui me frappe maintenant, c'est sa nouvelle attitude. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Obama, on parlait alors ça ne plaira pas à Trump, mais on parlait de leading from behind, c'est-à-dire de le leadership depuis l'arrière, on dirige depuis l'arrière. Ce qui n'est pas du tout dans le tempérament de Trump. Hein. Non, ça c'est sûr, ça c'est pas... Mais pourtant, c'est le grand absent. On ne le voit pas physiquement, mais il est présent partout. C'est le dieu caché. C'est le Deus absconditus. Voilà, il est comme l'air qu'on respire. Je ne suis pas sûr que c'est si juste te dire que le changement d'environnement et le fait que tout le monde aujourd'hui dise qu'il faut négocier soit vraiment grâce à Donald Trump. Ce qui a changé, c'est que Trump menace de retirer totalement l'aide militaire aux Ukrainiens. C'est ça qui pousse à négocier. Donc parce qu'on veut éviter l'effondrement. Mais c'est pas... Et d'ailleurs, tout le monde, ceux qui disent on les défend sur les plateaux télé, enfin, M. Girard, c'est les Ukrainiens qui meurent dans les tranchées. Et c'est eux qui veulent conserver une nation indépendante et libre. Et c'est eux qui argumentent pour plus de livraison d'armes et d'argent, accessoirement. Et ça serait quand même une infantilisation. C'est pas à nous de leur dire on les continuer la guerre à ces Ukrainiens. C'est pas nous de les pousser. Boris Johnson, le 9, on le sait par un négociateur ukrainien qui était là, qui a parlé à la presse, le 9 avril 2022, Zelensky a demandé à Boris Johnson, alors les garanties de sécurité que nous demandons, c'était négocié à Istanbul, est-ce que vous êtes prêts à nous les donner en tant que membre permanent du Conseil de sécurité? Et Boris Johnson a répondu, mais non, c'est pas de ça. Vous allez gagner la guerre, on va vous donner énormément d'armes. Il a poussé les Ukrainiens à continuer la guerre, et on est à 250 000 morts depuis, et on revient peut-être à la négociation. Mais avouons ça, plus personne ne défend la ligne churchillienne, j'ai l'impression. La ligne churchillienne serait évidemment pas de dire on a 1/5 du territoire occupé et on dit à Adolf Hitler quand même on va discuter pour en cesser le feu. Ça tient pas. Là on est dans autre chose. Ce qui pousse à la négociation, c'est la menace du retrait total américain. C'est ça qui pousse à la négociation. Donc pour empêcher l'effondrement total de l'Ukraine, on se précipite à une solution. On reverra dans quelques instants la position de l'Ukraine, la position des uns et des autres. Jérôme Garraud est avec nous, et Jérôme, c'est très important de vous avoir. Merci d'être là, puisqu'évidemment on attend d'une minute à l'autre le premier signal qui viendra du Kremlin. Oui ou non, Vladimir Poutine se rendra-t-il à ce rendez-vous d'Istanbul? Vous nous donnerez les premiers éléments dans un instant. Si on reste un instant dans l'affrontement quasi personnel entre Zelensky et Poutine, vous avez été le biographe de Volodymyr Zelensky, Gallagher Fenwick, vous allez nous en parler. Rappelons cette archive, c'est quand le président Zelensky parlait à LCI en décembre 2022, et dans une scène assez hallucinante, il était question de boxe. Et Ariane Chemin du Monde avait décrit un échange entre Zelensky et le président Macron disant tu devrais le boxer. Et Zelensky dit oui, mais moi j'aimerais bien qu'il y vienne, on va faire un combat singulier, Poutine et moi. Un homme, un vrai, quand il veut faire passer un message à quelqu'un, par exemple, comment dire, s'il veut lui casser la gueule, eh ben il le fait tout seul. Si c'est un vrai homme, sans recourir au service d'un intermédiaire. Si moi j'avais un message de ce genre à faire passer à Poutine, je le ferais moi-même. Mais je reste toujours ouvert à ce genre de proposition. Le quoi? Le combat singulier?
Toujours prêt, oui. Ah oui, vous êtes prêt à faire un combat singulier avec Vladimir Poutine? Même demain, à sa disposition. Mais ce sera le dernier sommet du président Poutine. Voilà, c'est évidemment sur le mode de la blague, mais la blague veut dire quelque chose. L'affrontement quasi personnel. Politiquement, il se toise depuis maintenant un certain temps. Ça vous plaît, ça, Louis Sarkozy? Je voyais regarder ça d'un œil. Ce qui me plaît, c'est autre chose. Et c'est ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. C'est que, en fait, Trump et Zelensky, il y a un parallélisme de communication là. Et eux maîtrisent beaucoup mieux les règles de la communication politique moderne qu'un Poutine qui est plus enfermé dans ses fiches, plus calculateur, plus l'acteur derrière le rideau. Oui. Je dirais pas classique, mais finalement, Poutine, c'est quelqu'un... Bon, en Russie, quand on se moque de lui en disant « Diet bunker », il y a le vieux dans le bunker. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu un petit virus, dès qu'il y a un petit problème, effectivement, il disparaît, on ne sait même pas où il est. Bon, ce qui d'ailleurs, il a voulu montrer qu'il était là le 9. Le 9, là, on a eu toute la démonstration, il était debout, il marchait, etc., etc. Mais Poutine, c'est au bout du compte quelqu'un qui ne sait pas régler ses comptes. La preuve, c'est qu'on est en train de discuter. Est-ce qu'il va rester là? Est-ce qu'il va aller à Istanbul? Est-ce qu'il va envoyer Lavrov, qui a un peu pour fonction justement de le représenter, ou une équipe? C'est quelqu'un qui n'a pas de vrai courage. Quand vous dites les Occidentaux ont poussé Zelensky, non, Zelensky défend son territoire qui est agressé. Bon, avec des coups d'humour un petit peu comme ça. Poutine qui change de discours, je dirais quand même assez régulièrement. Il n'ose pas finalement se montrer, il n'ose pas dialoguer. Est-ce que mais Zelensky, alors que ce soit très clair, Zelensky, dans cette histoire, dans toute cette histoire, est très clairement un homme qui a montré du courage, puisque les Américains lui ont fait une proposition officielle de l'exfiltrer en avion privé. Il dit, je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions. Donc lui, il a montré très clairement du courage. Poutine n'a pas eu l'occasion dans sa vie d'en montrer. Il n'a pas cherché les occasions. Ses parents en ont montré lors du siège de Leningrad, où deux de ses frères sont morts. Mais lui, il n'a effectivement jamais eu l'occasion de montrer du courage. Il aurait eu l'occasion. Je veux dire, on a toujours l'occasion dans sa vie de montrer du courage. Il n'a pas beaucoup vu sur le front. Voilà, quand il bombardait la Tchétchénie, on l'a pas vraiment vu. Je dirais, si ce n'est sur les photos de propagande, je dirais oui, effectivement, il était en train de conduire soi-disant un avion. Quand ils ont J'étais sous les bombes, mais c'est vrai, je ne l'ai pas vu. Moi, vous ne l'avez pas vu, vous voyez. Je veux dire, et Dieu sait que ça a été une catastrophe. Restons un instant juste sur le rapport quasi personnel entre Poutine et Zelensky. Vous êtes le biographe de Zelensky. Il a beaucoup travaillé à Moscou. Sans doute se sont-ils croisés là, et puis ils se sont vus une seule fois en 2019 à l'Élysée. S'ils se revoient à Istanbul, c'est la deuxième fois, disons, formelle. Oui, il faut savoir que la première, c'est en décembre 2019, sous les ordres du palais de l'Élysée, dans le fameux format Normandie, Merkel, Macron, Poutine, Zelensky. C'est la première fois qu'ils se voient physiquement, c'est la première fois, si vous voulez, c'est le premier grand rendez-vous diplomatique de Zelensky, qui est jeune comédien, qui devient président, un destin incroyable et improbable. Et Zelensky est transi, en fait, parce que il a certes le don de l'improvisation, et beaucoup de ce qu'il a fait l'a préparé pour des moments comme ça, mais il est transi par l'enjeu. Regardez cette image incroyable. D'abord, tout le monde a vieilli, ça c'est le sort surtout de gens qui ont fort à faire, mais Zelensky, Merkel, Macron et Poutine. Et effectivement, pour Zelensky, c'est un moment pas compliqué. Il y a des gens qui manifestent devant le palais présidentiel parce qu'ils sont persuadés que Zelensky va aller à Paris vendre le pays. Précisément parce qu'il a fait campagne sur deux pilier Zelensky, lutte contre la corruption et fin de la guerre. Et il dit, je cite, « Je ne vais pas m'entêter à garder le Donbass alors que je pourrais sauver la vie de mes gars. » Sauf que, là, vous voyez ce moment, la presse est juste derrière Zelensky. Et Poutine, vous voyez ce petit geste qu'il lui a fait? Ça, tout le monde l'a remarqué. Il a humilié Zelensky en lui disant, « Gamin, les journalistes, c'est derrière, retourne-toi pour la photo. » Et donc, il met tout de suite Zelensky très mal à l'aise. Et il lui montre, en fait, ici, t'es chez les grands, toi, t'es un petit comédien, un clown, un gamin, tu n'as rien à faire ici. Sauf que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un moment de négociation derrière des portes closes, il n'y a plus de presse. Et Zelensky se rend compte, parce qu'il a beaucoup travaillé, ce qui permet à une personne, que ce soit au théâtre, en musique
ou dans d'autres moments de la vie d'improviser avec brio. C'est tout un travail qui a été fait en amont et qui libère la personne. Alors, que va faire maintenant Poutine? Ça, c'est l'image de 2019. C'est la seule fois officielle où ils se sont vus. Peut-être se sont croisés à l'époque où Zelensky travaillait pour la télévision russe à Moscou. Pas tout à fait impossible, mais possible que Zelensky ait allé donner des spectacles. Il était en 2014, le 14 janvier, c'est-à-dire le premier de l'an russe, il était l'invité d'honneur de l'émission la plus regardée de toute la Russie, qui était l'émission de Soloviev, le même propagandiste des insanités avec Medvedev aujourd'hui, le même, très ami de Soloviev, parlant en russe, etc. Et donc là, on est 2 mois avant l'annexion de la Crimée. Donc il connaît ce monde, Zelensky connaît très bien le monde russe. Sûr, et il est très connu, c'est un acteur. C'est en fait, Zelensky, il était aussi connu que Coluche chez nous, dans ce monde russe, et il est devenu Churchill. C'est un fait, mais Poutine n'accepte pas ça, n'accepte pas qu'un Coluche puisse devenir Churchill. Maintenant, alors que c'est évidemment, tous les regards sont tournés vers Moscou. Jérôme Garraud, est-ce qu'il y a le moindre signal d'abord formel de la part du Kremlin, si oui ou non, il répondra à ce défi lancé par Zelensky? J'attendrai Poutine jeudi en Turquie personnellement. Bonsoir Darius, bonsoir à tous. Alors pour l'instant, ce soir-là, il est 23h30 à Moscou, donc on n'aura pas de réponse, je pense, et peut-être pas avant demain. Mais ça me semble, rien n'est jamais impossible, ça me semble quand même très très improbable que Vladimir Poutine se rende à cette espèce de convocation de Volodymyr Zelensky. Vous en parliez, vous connaissez le mépris du président russe pour Zelensky, et puis surtout, là, Vladimir Poutine n'a pas vraiment besoin de s'y rendre. Il a déjà presque atteint son objectif immédiat, qui était hier de reprendre le contrôle des négociations. Parce qu'il y a quelque chose qui risquait de lui échapper là, dans la situation. L'objectif immédiat de Vladimir Poutine, sa priorité, c'était d'essayer de pousser un petit peu les Européens, de les faire sortir de la salle des négociations. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a proposé que tout se passe en Turquie avec des accords directs, sans intermédiaire. C'est justement ce que Donald Trump proposait, ce pourquoi il plaidait il y a encore 15 jours. Donc là, c'était une proposition difficile à repousser pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, il veut donner des gages à l'Amérique, pas à Volodymyr Zelensky. Jérôme Garraud, dites un mot plus personnel, si j'ose dire. Vous étiez là dans la salle hier, je crois que vous étiez le seul journaliste français, dans la salle où Poutine, comme le décrivait Cécile Vessier, est arrivé avec ses fiches, a vraiment lu, s'est tenu, n'est-ce pas, à ce texte. C'est l'impression que ça donnait, il avait vraiment préparé, il voulait peser chaque mot. Oui, alors on a attendu 8 heures au Kremlin. On avait rendez-vous à 17 heures de l'après-midi, hors de Moscou, pour une conférence à 21 heures qui a finalement démarré à 1h30 du matin. Donc tout le monde était assez fatigué. Oui, alors Vladimir Poutine était là, on était vraiment peut-être à 4-5 mètres de lui, et patiemment, il tournait ses fiches les unes après les autres. On devait avoir un exercice de questions-réponses au début, mais qui a été annulé 5 minutes avant. On nous a dit ce sera juste une déclaration. Et on avait quand même un Vladimir Poutine en face de nous qui était assez visiblement agacé, parce que ce qu'on retient aujourd'hui, c'est sa proposition donc de rencontre à Istanbul, mais pendant 10-15 minutes avant, il a rejeté sur Kiev la responsabilité de tous les échecs des précédents cessez-le-feu qui avaient été décrétés. Et là, il y avait un vrai agacement dans sa voix, oui. En l'occurrence, et les deux réponses de Jérôme à l'instant sont révélatrices, c'est pas Zelensky qui a convoqué Poutine, c'est Poutine qui a convoqué la réunion du 15 mai à Istanbul. Et donc Zelensky dit chiche, on y va. Et effectivement, ça met Poutine dans l'embarras. Ça va être intéressant d'entendre. Chacun joue et contre-joue. En réalité, c'est Poutine qui a essayé de piéger les Ukrainiens et maintenant les Ukrainiens qui arrivent à piéger les Russes. C'est un jeu. Oui, je ne sais pas si Poutine veut vraiment piéger les Ukrainiens. Il a compris, il a fait son show de force le 9 mai. Il a montré au monde entier, il a montré à sa population qu'il était
l'allié très proche de la première puissance manufacturière de la planète, ça c'était fait. Et ensuite, il voit les Européens qui se réunissent. Il dit, bon, et peut-être qu'il fait un constat que ça serait une erreur stratégique, et moi je pense que ça le serait de sa part, de ne pas prendre l'occasion en or qui lui est offerte sur un plateau d'argent. Cette occasion en or, c'est une normalisation avec l'Amérique. Et de donc, mettre un terme, en tout cas, pour l'instant au combat. Un mot encore, s'il vous plaît, Jérôme Garraud. Je ne sais pas si Poutine cherche à être populaire, mais enfin, même les dictateurs, ils tiennent un peu compte quand même d'une certaine opinion. Est-ce que les Russes seraient soulagés si on leur disait demain, négociation, c'est fini, il y a un cessez-le-feu, il y a une trêve? Est-ce que ça aurait de l'écho dans l'opinion? Ah oui, alors ça c'est une très bonne question, c'est un très bon point que vous abordez, parce que année après année, on voit quand même des évolutions dans la société russe, et par rapport à l'an dernier, par exemple, il y a une lassitude de la guerre qui s'exprime beaucoup plus clairement. Moi, je vois ça ici, à Moscou, dans une grande ville. Il y a une semaine, j'étais dans l'Arctique, dans des villes plutôt moyennes, et à chaque fois, les Russes vous disent qu'ils ont envie de passer à autre chose, qu'il est temps que la guerre s'arrête, qu'on reparle d'économie. Ça, c'est quelque chose qui est très net. Alors évidemment, Vladimir Poutine, il a besoin de tenir compte de ça. Il n'y a pas des manifestations dans la rue. D'ailleurs, ces Russes qui vous disent attendre la fin de la guerre soutiennent souvent Vladimir Poutine et leur armée. Hein. Il faut aussi garder ça à l'esprit. Là, il y a peut-être des négociations qui vont démarrer. Même si ça démarre, ça va être assez long. Hein. Ça peut prendre des semaines, des mois. Peut-être d'ailleurs que ça aboutira même pas. Mais Vladimir Poutine aura quand même donné des gages à l'Amérique et à la société russe. En disant, regardez, j'ai essayé de faire quelque chose. Merci beaucoup, Jérôme Garraud. Le rôle de Donald Trump, vous disiez tout à l'heure, il est comme on vous dit, c'est l'air qu'on respire. C'est le dieu caché. On ne le voit pas, mais c'est le dieu caché. Voilà, comme disaient les jansénistes, c'est le dieu caché. Très versatile. Il est très versatile parce qu'il dit quand même une chose, son contraire. Un coup, il soutient les Ukrainiens, un coup, il les envoie, je dirais, et il soutient Poutine. Avec la Géorgie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive, il navigue complètement à vue. C'est-à-dire, moi, je veux bien que vous le trouviez très, très cohérent, mais je dirais, on a la. Mais Cécile, est-ce qu'il navigue à vue ou est-ce qu'il y a quand même un petit présupposé pro-russe? Lisez ce qu'il dit là ce soir. Il y a un présupposé pro-russe, lisez ce qu'il dit ce soir. Ce qui est dérangeant quand même avec lui, c'est que vous disiez, vous aviez raison, je dirais que ce qui fait peur à tout le monde, c'est que l'Amérique lâche du jour au lendemain l'Ukraine. Mais je dirais ce qui déboussole aussi tout le monde, c'est qu'on ne sait pas au bout du compte quelle est la politique de l'Amérique. Est-ce que, pardon, vous qui connaissez bien cet univers-là, est-ce que, parce qu'on a suivi avec Michel jusque très tard cette conférence de presse, parce qu'on parle de convocation. Donc Vladimir Poutine convoque finalement Zelensky le 15 mai à Istanbul. Ouais. Mais est-ce qu'il était là à 1h du matin parce que les Européens l'ont convoqué, lui, Vladimir Poutine, en disant avec l'accord de Donald Trump, on souhaite l'imposition d'un cessez-le-feu lundi, inconditionnel, pendant 30 jours, et donc la Russie avait l'obligation de réagir. C'est-à-dire que vous pensez que sans cette convocation de la part des Européens, Vladimir Poutine se serait présenté à la presse internationale à 1h du matin. Alors pas trop long, répondez puis on avance. Non, moi je crois absolument pas qu'il se soit senti le devoir de répondre aux Occidentaux. Ça absolument pas. Je pense qu'il a eu le désir de faire une sorte de rupture et de dire je remets la balle dans mon camp. Mais je veux dire, le nombre de fois où il y avait des demandes, et puis en plus le communiqué, par exemple, de l'Élysée était très flou, était très vague. C'est s'ils font obstruction, oh là là, va y avoir des sanctions. On n'a pas dit lesquelles, etc. Cécile Vessier, la position de Trump. Regardez, le président russe Poutine, c'est Trump qui parle, ne souhaite pas d'accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine, mais souhaite plutôt une rencontre jeudi en Turquie pour négocier une éventuelle fin du bain de sang. L'Ukraine devrait accepter cela immédiatement. Là, il est quand même dans sa ligne assez constante, où, en tout cas, il prend la partie de la solution du Kremlin. Au moins, elle pourra déterminer si un accord est possible. Et si ce n'est pas le cas, les dirigeants européens et les États-Unis, cette fois, il met les dirigeants européens dans le jeu, sauront où en sont les choses et pourront agir en conséquence. Je commence à douter que l'Ukraine parvienne à un accord avec Poutine. Et là, il s'en prend en Poutine, cette fois. Trop occupé à célébrer la victoire de la Seconde Guerre, qui n'aurait pas pu être gagnée, même de justesse, sans les États-Unis. Là... Alors il dit tenez une rencontre maintenant, c'est sûr, mais l'histoire de la guerre l'a visiblement chiffonné. Il fait pas une faveur à Poutine, parce que Poutine, il faut quand même voir que Poutine a changé. Poutine, jusqu'à présent, posait des conditions. Et là, pour la première fois, Poutine a dit
je propose de parler à Istanbul sans condition. Il l'a dit lui-même. Non, mais c'est important. Sans condition, mais sans cessez-le-feu. Ouais, voilà. Il a dit sans concession. Il a fait un cessez-le-feu de 3 jours. Peut-être qu'il décidera de le prolonger de quelques jours. Non, mais là, il n'y a pas de... En tout cas, il a dit sans condition. Alors que, jusqu'à présent, Poutine mettait des conditions. Par exemple, comme condition, il y avait que l'Ukraine devait se désarmer, que l'Europe devait cesser de fournir des armes. Pour l'instant, il ne les a pas levés formellement. Vous avez raison, il ne les rappelle pas. Non, mais il a dit, je parlerai sans Louis Sarkozy. Juste une petite chose pour répondre là-dessus. C'est-à-dire, moi, j'étais très frappée en regardant les réactions des journalistes, des politologues russes dans l'immigration. Ce bout de phrase de sans condition préalable, eux l'ont pris, ils l'ont interprété, ils l'ont écrit, je dirais, partout sur Facebook et sur Telegram. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles et ça veut dire que ça va mal tourner. Eux, ils l'ont interprété comme ça, pas du tout, de manière très, très pessimiste et très... Donc vous êtes pessimiste, vous, personnellement? Moi, je pense que Poutine ne veut pas la paix. Je pense que tout ça, c'est du cinéma et qu'il ne veut pas la paix. Louis Sarkozy. Je suis assez d'accord avec vous, madame, et d'ailleurs l'économiste, dans son papier de cette semaine, raconte quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en vérité, et ça peut paraître choquant de le dire, mais la guerre n'est pas vraiment une catastrophe pour Vladimir Poutine. C'est lui qui l'a fait. Il y a 10 ans, dans les sondages, on demandait au peuple russe quelle était leur priorité. Et à peu près 60% des Russes répondaient l'élévation de la qualité de vie. Aujourd'hui, ce chiffre n'est plus 60%, il est 40%. Contrairement, 60% des Russes aujourd'hui disent qu'ils veulent que la Russie soit respectée comme une grande puissance. On sait que les dépenses militaires de Vladimir Poutine contribuent au plein emploi, contribuent à une croissance économique. À peu près 1% du PIB aujourd'hui est déversé aux familles des soldats qui sont blessés en Ukraine. Avec toute la machine de propagande du régime, il y a un essor populiste derrière Poutine. C'est pour ça que je veux vraiment faire attention. Votre correspondant a sûrement raison qu'il y a une lassitude plutôt que les cercueils commencent à continuer à rentrer. Mais en vérité, quand même. Il y a Poutine tient son conseil que Xi Jinping, il y a peut-être aussi un conseil que Xi Jinping, on les a vus très proches, a donné à Poutine. La Chine veut l'arrêt de cette guerre. Pourquoi? Parce que c'est mauvais pour le business et le commerce. La Chine aime le commerce. Mais les relations avec la Russie et l'Iran et la Corée du Nord et la Chine sont plutôt bien. Le jour où il y a un cessez-le-feu, que va-t-il se passer? Puisque de toute manière, c'est le but prochain. Déclaration du président de la République. On verra les précisions qu'il donnera à ce sujet mardi sur TF1 dans l'émission, la grande émission qui sera animée par Gilles Boulot. Déclaration dans Le Parisien du président de la République. La clé, c'est d'avoir des troupes en Ukraine. Ça peut être quelques milliers, mais pas quelques centaines de milliers. Le débat n'est pas la quantité, le débat, c'est de dire qu'on sera là pour assurer une présence de réassurance en deuxième rideau, dans les airs ou sur des points stratégiques éloignés de la ligne de front. Surtout, on est là pour signer une solidarité. Alors, comment est-ce que vous interprétez? D'abord, on dit des dizaines de milliers et pas des centaines de milliers, donc il donne comme, enfin, des dizaines de milliers, ça peut être quelques milliers, et il dit une présence de réassurance. Donc, c'est des gens qui sont en deuxième rideau, ils ne sont pas directement sur le front gelé, mais d'abord, est-ce qu'ils se battront? Soyons clairs, est-ce qu'ils se battront si les Russes doivent attaquer de nouveau? C'est le principe de la réassurance. Sinon, c'est pas une assurance. C'est une assurance vie, on vous dit non, finalement, on payera pas, ça marche pas, quoi. Bon, d'abord, il faut rappeler que là, on parle de après. Après le cessez-le-feu. Et que cet après dont on parle, il influe quand même sur les négociations actuelles. Donc, les deux sont liés. Sur cet après, en réalité, il y a 3 possibilités pour des forces militaires sur place. C'est soit on va sur la ligne de front après le cessez-le-feu et on va contrôler l'application de ce cessez-le-feu. Bon, mais ça, c'est des forces de type casque bleu. Soit il y a des forces de soutien, d'appui, des conseillers, quelques milliers éventuellement, qui seront en Ukraine au sein des forces, qui évidemment aider directement les forces ukrainiennes, sachant que la première garantie de sécurité de l'Ukraine, c'est son armée, quand même, il faut quand même le rappeler, aussi puissante, la plus puissante soit-elle. Et puis ensuite, il y a des forces d'appui, de soutien, des forces qui viendront soutenir l'Ukraine, la protéger en cas de nouvelle crise afin de dissuader la Russie de lancer une nouvelle attaque. Donc ce sont bien des forces de dissuasion. Ah oui. Parce qu'on a l'impression qu'on tourne un peu autour du pot, parce que quand je lis président de la République, on est là pour signer une solidarité. Oui, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On sent une très grande prudence, on sent que c'est quelque chose d'explosif. Pourquoi ce sujet est à ce point-là explosif?
Parce qu'on a, d'abord, on n'a pas des centaines de milliers. Donc non, des milliers. Oui, mais il a évoqué des centaines de milliers. Il dit quelques milliers. Ah bon, c'était écrit là. Non, quelques milliers. Non, il a dit justement, milliers. Pas des centaines de milliers, quelques centaines de milliers. Donc c'est bien écrit là, hein, pas quelques centaines de milliers. Oui, donc c'est des milliers. Oui, quelques milliers. Mais pas quelques centaines de milliers. Quelques milliers. Heureusement qu'il le dit, parce qu'il sait très bien que ça n'existe pas. Aujourd'hui, maximum, avec les rotations, on peut mettre 16 000 hommes en Ukraine, c'est-à-dire 8 000 qui font une semaine dans les tranchées, ensuite 8 000, etc. Donc voilà. Et ça serait un effort considérable. Ça serait un effort considérable. Malgré notre capital parlementaire minime, malgré nos ministres en CDD, malgré notre situation financière et fiscale, c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Voilà. Bon, peu importe. Mais en tout cas, déjà, c'est pas voilà. Et ensuite, est-ce que la France est prête à faire la guerre à la Russie? Je ne le pense pas, non. Elle n'est ni prête dans sa volonté, ni prête militairement. Et quand on commence une guerre, vaut mieux la gagner. Pardonnez-moi juste de rester sur ce point. Alors en Estonie, oui, c'est le temps, je pense. On est prêt à faire la guerre à la Russie, donc on peut, on peut décider à un moment de faire une alliance. On est en Roumanie aussi. Pardonnez-moi de ramener la chose à notre situation domestique et nationale, mais nous sommes à un peu moins de 2 ans d'une élection présidentielle. Si le président Macron décide d'un déploiement de troupes françaises en Ukraine, il engage le prochain président de la République ou la prochaine présidente de la République à maintenir cette obligation. Parce que le coût d'un retrait pour le prochain locataire de l'Élysée serait vu comme un abandon, une décision catastrophique. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que le président Macron envisage de prendre cette décision si proche de l'élection présidentielle. Parce qu'il sait que le prochain locataire n'aura pas le capital politique, sûrement, de retirer cette... Est-ce que vous êtes sensible... un vote du Parlement. Alors oui, il faudra un vote du Parlement. L'autre solution, c'est de ne pas les mettre en Ukraine. Est-ce que vous êtes sensible à ce que dit Renaud Girard, c'est-à-dire qu'en Estonie, c'est l'OTAN, donc il y a une forme de logique de traité d'alliance de fait. Oui, la France est en Estonie, elle fait de la réassurance, elle fait de la prévention. Alors que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc c'est comme créer une sorte de traité d'alliance qui pour l'instant n'existerait pas. La France fait exprès, elle a raison d'ailleurs, puisqu'elle est tenue par ces traités évidemment. La France fait exprès d'envoyer des avions Rafale et des compagnies d'infanterie en Estonie pour, si d'aventure les Russes attaquaient l'OTAN, attaquaient l'Estonie, eh bien, ils devraient tuer d'abord des soldats français. Et ça, c'est très important. Et la France a évidemment raison de faire ça, parce que nous avons des traités d'alliance, et les traités doivent être respectés.